Dans le ciel muet du Sahel, un éclair bref a fendu la nuit et a réveillé les radars. 3 drones occidentaux, réputés intouchables parce qu'invisibles, ont été détectés, suivis, puis abattus au-dessus du Burkina Faso sous la décision directe d'Ibrahim Traoré. Comment un capitaine venu d'un pays sans satellite, sans budget colossal, ni industrie d'armement, a-t-il pu retourner les règles non écrites de la domination aérienne contemporaine? En une nuit, l'Afrique n'a plus été un décor surveillé, mais un acteur du ciel, et la narration a changé de camp. Ce récit ne parle pas seulement d'un affrontement technologique, mais d'un tournant symbolique pour tout un continent. Depuis des décennies, les cieux africains ont été cartographiés, scrutés, exploités par des puissances étrangères sous le voile de la sécurité. Cette fois, un pays souvent relégué à la marge a brisé ce cercle. Ibrahim Traoré promet par cet acte de ne plus laisser l'Afrique observer en silence pendant qu'on négocie son destin au-dessus de sa tête. Le pari est immense, maintenir la souveraineté aérienne, prouver que l'autonomie stratégique ne dépend pas d'un budget colossal, et rappeler que la dignité nationale peut être défendue avec intelligence plutôt qu'avec arsenal. Mais chaque victoire a un prix. Plus les radars burkinabés percèrent le ciel, plus les regards étrangers se tournaient vers Ouagadougou, cherchant à comprendre ou à riposter. Ce n'est donc pas seulement une opération militaire, mais le début d'une partie d'échec mondial où chaque mouvement compte. La révélation est survenue sans annonce, comme une fissure dans le ciel tranquille du Sahel. 2 signaux radars inhabituels ont d'abord été détectés, suivis d'un troisième qui dessinait un triangle parfait au-dessus du nord du Burkina Faso. Ces chiffres anodins ont déclenché une alerte nationale. Ibrahim Traoré, informé avant l'aube, comprit aussitôt que ce n'était pas une coïncidence. Les semaines précédentes, des rumeurs circulaient déjà. Des éleveurs parlaient d'un bourdonnement étrange au-dessus des dunes. Des cultivateurs juraient avoir vu des ombres sans ailes traverser la lune. Les rapports militaires se multipliaient, venus de régions différentes, racontant la même histoire. Des lumières furtives, des trajectoires impossibles, un silence suspect. Au départ, les officiers pensaient à des drones civils ou à des illusions nocturnes. Mais les relevés de fréquence révélèrent autre chose. Un réseau coordonné, des signaux cryptés, des altitudes précises. Ce n'était plus un mystère folklorique, c'était une surveillance stratégique. Les appareils suivaient des corridors précis, les bases militaires rénovées, le périmètre fortifié près de la frontière sahélienne et les zones minières récemment nationalisées. 3 cibles, 3 drones, 3 messages. À ce stade, Traoré décida de transformer l'inquiétude en méthode. Sans grands moyens, il fit mobiliser ingénieurs, techniciens et opérateurs radars pour créer une riposte locale. L'opération, baptisée Œil du désert, devint le cœur de cette stratégie. Pendant des nuits entières, on ajusta les antennes, on réécrivit les algorithmes, on traça manuellement les cartes des couloirs aériens. Ce travail artisanal, mené avec rigueur scientifique, devint la base d'un système de détection inédit. Lorsque les drones revinrent, les radars burkinabés n'étaient trop plus aveugles. Derrière les chiffres et les écrans, il y avait un message clair. La souveraineté ne se mesure pas à la taille du budget, mais à la volonté de voir. Au centre de cette contre-offensive discrète se trouvait un homme, Ibrahim Traoré. Il n'était pas un stratège de laboratoire ni un général entouré de conseillers étrangers. Il était sur le terrain, entre les radars, les câbles et les jeunes ingénieurs qu'il avait lui-même recrutés. Chaque nuit, il passait en revue les journaux d'observation, corrigeait les fréquences, encourageait ses équipes à penser comme les adversaires qu'il traquait. Autour de lui, une génération nouvelle émergeait. Des techniciens formés localement, des soldats qui n'avaient jamais étudié à Paris ni à Washington, mais qui comprenaient le ciel africain comme un territoire vivant. Ce mélange d'instinct et de méthode fit naître une confiance rare, celle de pouvoir défendre son propre espace aérien. L'impact fut immédiat. Dans les villages du Nord, les rumeurs cessèrent de ressembler à des contes. On parlait d'unités de veille, de jeunes opérateurs capables de repérer les ombres avant qu'elles n'apparaissent à l'œil nu. Le sentiment d'être observé se transforma peu à peu en fierté d'observer. Pour Traoré, ce basculement psychologique comptait autant que la victoire militaire. Il réconciliait un peuple avec son ciel. Et dans les salles de contrôle improvisées,
Chaque bip radar n'était plus un signe de menace, mais un rappel de dignité retrouvée. Ainsi commençait la métamorphose d'un pays longtemps vu comme périphérique. Du silence de la peur naissait la voix de la souveraineté. Tout a commencé par une nuit sans lune, le vent chargé de poussière glissant sur le Sahel comme un souffle d'avertissement. À 23h47, le premier écho apparut sur les écrans. Un point mouvant, faible mais régulier. Puis un deuxième, puis un troisième. Les opérateurs burkinabés comprirent aussitôt. Le schéma triangulaire revenait. Ibrahim Traoré, déjà sur place, donna l'ordre de verrouiller les canaux de communication et d'activer le protocole œil du désert. Les équipes de défense aérienne, disséminées dans le nord, se mirent en position. Aucun communiqué, aucune lumière, pas un mot ne filtra vers la presse. Le silence faisait partie du plan. Les radars furent recalibrés pour détecter les signatures thermiques à basse altitude. Les unités mobiles camouflées dans le sable synchronisèrent leurs viseurs. Pendant quelques minutes, le ciel sembla figé, suspendu dans une attente électrique. « Neutralisez-les ». 2 mots, froids, nets, tombèrent de la bouche du capitaine. À 00h12, un missile traversa la nuit, traçant une ligne de feu au-dessus du désert. Le premier drone explosa, brisant son invisibilité dans un éclair blanc. Le deuxième tenta une manœuvre d'évitement. Il fut intercepté 32 secondes plus tard. Le troisième, plus haut, tenta de brouiller le signal radar, mais les fréquences avaient été redéfinies pour contrer ce scénario. Une salve finale mit fin à l'incursion. 6 minutes, c'est tout ce qu'il fallut à une armée dite mineure pour inverser le rapport de force. Dans la salle de commandement, le silence qui suivit les détonations fut plus assourdissant que le bruit des missiles. Puis un opérateur laissa échapper un souffle. C'est fini. Au même instant, à des milliers de kilomètres, les bureaux feutrés de Washington, Paris et Londres s'illuminèrent d'alertes rouges. Comment un pays sans flotte aérienne avait-il pu abattre 3 drones occidentaux? Les agences de renseignement cherchèrent des explications. Aide étrangère? Piratage? Hasard? Rien ne collait. Le système radar burkinabé n'avait reçu aucune assistance extérieure. Il s'agissait d'une innovation interne, d'un bricolage devenu science. Les rapports secrets s'accumulèrent. Burkina Faso has developed a local detection matrix, pouvait-on lire. La surprise n'était pas tant la perte matérielle que l'effondrement d'une certitude, celle que l'Afrique ne pouvait pas regarder le ciel par elle-même. Sur le terrain, les soldats restaient muets, disciplinés, pas de célébration, pas de discours. Traoré visita discrètement les unités, félicita les opérateurs, puis leur rappela « Ce n'est pas une victoire contre quelqu'un, c'est une victoire pour nous ». Le lendemain, aucune déclaration officielle n'eut lieu. Les journaux du matin ne parlaient que de silence, et dans ce silence, le monde entier commença à écouter. Les données collectées cette nuit-là devinrent la preuve la plus solide de la riposte burkinabé. 3 drones neutralisés en 6 minutes. Ce rapport de temps, 120 secondes par cible, fit l'effet d'une gifle dans les cercles militaires occidentaux. Une telle réactivité, obtenue sans soutien satellite, démontrait une maîtrise technique inattendue. Chaque missile utilisé provenait d'un stock réparé localement, reconfiguré par des ingénieurs de Ouagadougou qui avaient remplacé des circuits obsolètes par des composants civils détournés. En d'autres termes, l'ingéniosité compensait la pénurie. Avec une précision radar de 87%, vérifiée par recalcul post-opération, le système œil du désert avait détecté et verrouillé sa cible avant même qu'elle n'entre dans le rayon conventionnel d'engagement. Ce résultat dépassait la moyenne africaine de 54% pour des systèmes similaires. La Burkinabé Air Command, jusque-là considérée comme marginale, venait d'atteindre les standards de puissance régionale beaucoup mieux équipés. Et 0 perte humaine, aucun opérateur, aucun soldat n'a été blessé. L'opération fut menée intégralement depuis des postes mobiles sécurisés. Ce taux de réussite totale sans victimes montrait que la guerre moderne n'exige pas nécessairement le sacrifice humain, mais l'intelligence collective. Ibrahim Traoré, lors d'un débriefing confidentiel, souligna que chaque vie épargnée est une victoire plus grande que n'importe quel trophée militaire. Ces nombres, pourtant froids, devinrent des symboles. Dans les rues d'Ouagadougou, des affiches anonymes apparurent. 6 minutes, 3 drones, 0 mort. Elles résumaient une idée simple.
celle d'une souveraineté prouvée par les faits. Mais derrière ces réussites se cachait une vérité stratégique. La riposte avait révélé la main de ceux qui surveillaient. Les fréquences interceptées correspondaient à des codes de communication utilisés par des bases étrangères en Afrique de l'Ouest. Rien n'était signé, rien n'était officiel, mais tout pointait vers une implication occidentale. Les analystes militaires parlèrent de rupture de paradigme. Un État africain venait de démontrer sa capacité à protéger son espace aérien par ses propres moyens et cela changeait les équilibres. Pour Traoré, le message était clair. Ce qui s'était joué dans le ciel n'était pas une simple bataille technologique, mais un test moral. Les chiffres parlaient d'efficacité. L'histoire, elle, parlerait de dignité. Certains dirent que ce n'était qu'un accident, une coïncidence technique, un alignement de probabilités heureuses. D'autres affirmèrent au contraire que le Burkina Faso avait reçu une aide secrète, peut-être russe, peut-être asiatique, tout sauf locale. Ces deux récits, l'un minimisant, l'autre déplaçant le mérite, dominaient les premières semaines après l'incident. Les experts occidentaux, embarrassés, invoquèrent le hasard. Un brouillage atmosphérique inhabituel aurait pu perturber la trajectoire des drones. Pourtant, les journaux de vol prouvèrent que les signaux avaient été interceptés avec régularité, sur des bandes précises, corrigées en temps réel. Aucun aléa météorologique ne pouvait expliquer une telle coordination. De l'autre côté, certains médias alternatifs proclamaient que Ouagadougou aurait bénéficié d'un transfert discret de technologies étrangères. Là encore, les faits contredisaient la rumeur. Les composants utilisés provenaient de marchés locaux, parfois même recyclés d'appareils civils. Les ingénieurs burkinabés avaient improvisé un système à base d'oscillateurs artisanaux ajustés manuellement pour traquer les fréquences militaires. Face à ces deux versions extrêmes, Ibrahim Traoré resta silencieux. Il savait que la vérité importait moins que la perception. Tant que l'Afrique apparaîtrait incapable de créer par elle-même, on chercherait toujours une main invisible derrière ses succès. Mais la cohérence des données, la clarté des séquences radar et le professionnalisme de l'équipe déployée rendèrent la thèse du miracle insoutenable. Ce que le monde prenait pour un coup de chance était en réalité le fruit d'une méthode, lente, collective et endogène. Dans une entrevue privée, un officier résuma le dilemme. Si c'était l'Occident, on parlerait de prouesse technologique. Comme c'est le Burkina, on parle de hasard. Cette phrase, devenue virale, rappelait que la lutte ne se jouait pas seulement dans le ciel, mais aussi dans le regard des autres. Et c'est là que résidait la véritable bataille, redéfinir ce que signifie être souverain dans un monde qui doute encore de votre capacité à l'être. La phrase tomba comme une lame. Le ciel n'appartient à personne. Ibrahim Traoré la prononça au centre de commandement, dans un calme étrange, quelques heures après l'opération. Ce n'était pas un slogan, mais un pivot moral. Désormais, chaque acte militaire burkinabé devait traduire cette idée. La révélation ne concernait pas les drones abattus, mais ce qu'ils représentaient, la fin d'une ère où l'Afrique acceptait d'être observée sans réagir. Le Burkina Faso venait de briser le pacte tacite de la passivité. Les premiers effets se firent sentir. Des officiers du Niger et du Mali demandèrent à partager le protocole « œil du désert ». Les médias africains s'enflammèrent. Les chancelleries occidentales se murèrent dans un silence crispé. À Ouagadougou, les visages restaient graves, mais les regards portaient de plus haut. Le peuple avait compris que cette victoire ne se limitait pas à 3 drones détruits. Elle signifiait que l'Afrique pouvait enfin observer le monde d'en haut, sans permission ni excuse. Dans les nations voisines, le choc fut d'abord stratégique. Le Mali et le Niger, déjà engagés dans une redéfinition de leur souveraineté, virent dans l'exploit burkinabé un précédent à suivre. Les ministères de la Défense lancèrent des programmes conjoints pour renforcer la surveillance aérienne régionale. Le mot d'ordre circulait « voir avant d'être vu ». Une alliance tacite du Sahel prenait forme, fondée non sur les discours, mais sur la technologie endogène. Du côté diplomatique, les réactions furent mesurées, mais lourdes de sous-entendus. Aucune puissance occidentale n'avoua la perte de ses appareils, pourtant les notes internes se multipliaient. Africa no longer blind. Les chancelleries européennes évoquaient un incident technique pour éviter d'admettre la réalité.
Dans les couloirs de l'Union africaine, l'affaire devint un symbole. Un État du Sud avait défendu son ciel sans permission ni aide. Sur le plan intérieur, la transformation psychologique fut profonde. Les Burkinabés, longtemps habitués à se sentir observés, redécouvraient la notion de sécurité souveraine. Dans les rues d'Ouagadougou, des enfants imitaient les opérateurs radars, jouant à repérer les ombres. Les universités reçurent des demandes massives d'inscription en électronique et en défense aérienne. Le patriotisme s'exprimait désormais par la curiosité scientifique. Enfin, au niveau continental, un frisson parcourut les opinions publiques. Des éditorialistes kényans, tanzaniens, ghanéens parlèrent d'un moment de bascule. L'idée que la puissance ne vient pas seulement des armes, mais du contrôle de l'information se répandait. Ibrahim Traoré devenait, malgré lui, un symbole d'émancipation technologique africaine. Mais chaque onde de choc portait aussi une menace. Les marchés occidentaux commencèrent à geler certaines coopérations techniques, craignant des transferts non maîtrisés. Les plateformes de renseignement électronique redoublèrent d'activité. Les satellites redirigèrent leurs capteurs. Pour Ouagadougou, la victoire se transformait en épreuve. Comment rester libre sous observation accrue? Traoré répondit par une stratégie simple. Si l'on nous regarde d'en haut, répondons d'en bas avec intelligence. Il lança des programmes d'éducation militaire, multiplia les bourses d'ingénierie et encouragea les jeunes à créer plutôt qu'imiter. Ainsi, la bataille du ciel burkinabé devint une leçon pour tout un continent. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'exerce par la rigueur, la science et la foi en soi. 6 mois après la nuit des drones, 3 trajectoires possibles se dessinaient autour du Burkina Faso. D'abord, le pays pourrait consolider sa défense aérienne sans confrontation directe. Les systèmes œil du désert seraient perfectionnés, déployés dans 3 régions stratégiques. L'économie resterait stable malgré une surveillance internationale accrue. Les tensions diplomatiques persisteraient, mais aucune sanction majeure ne tomberait. Le pays deviendrait un modèle discret d'autonomie stratégique, observé de loin, respecté à demi-mot. Ensuite, l'exploit pourrait inspirer une coopération régionale inédite. Mali, Niger et Burkina Faso créeraient un réseau sahélien de détection partagée. Les jeunes ingénieurs formés localement commenceraient à exporter leurs compétences vers d'autres nations africaines. Une école du ciel libre verrait le jour à Ouagadougou, transformant la fierté en politique publique. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré parviendrait à transformer un acte de résistance en un écosystème d'innovation panafricain. Enfin, les puissances étrangères, frustrées de leur perte d'accès et de visibilité, pourraient décider de riposter. Des sanctions économiques ciblées frapperaient les secteurs technologiques du Sahel. Les flux financiers ralentiraient, les programmes de coopération se suspendraient. Dans ce climat tendu, les alliances internes deviendraient vitales, et chaque erreur de communication pourrait servir de prétexte à une escalade diplomatique. Le ciel burkinabé demeurerait libre, mais le sol deviendrait plus incertain. Entre ces 3 chemins, la marge de manœuvre d'Ibrahim Traoré réside dans une équation fragile. Maintenir la souveraineté sans provoquer la tempête. Il le sait. La victoire militaire ne vaut rien si elle n'ouvre pas une victoire intellectuelle. Le véritable enjeu des 12 prochains mois ne sera pas de garder les drones à distance, mais de préserver l'indépendance du regard africain. Cette capacité à se voir soi-même sans filtres imposés. Car dans le jeu géopolitique du XXIe siècle, la question n'est plus qui observe, mais qui contrôle l'image que l'on projette. Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse la géopolitique. C'est une histoire de perception, de fierté et de renaissance intérieure. Pour les jeunes Africains, ce moment a résonné comme une révélation. Le progrès n'est pas réservé aux grandes puissances. Beaucoup ont vu dans Ibrahim Traoré le miroir d'une génération qui refuse la fatalité du petit pays. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Tutoriels, schémas techniques, débats en ligne sur la souveraineté numérique. L'orgueil national se transformait en apprentissage collectif. Pour les diasporas, longtemps tiraillées entre attachement et désillusion, cette victoire silencieuse fut une bouffée d'air. Elle rappelait que la dignité ne s'achète pas dans les capitales étrangères, mais se bâtit sur la terre d'origine.
Des associations burkinabées à Paris, Montréal, Abidjan organisèrent des conférences sur l'autonomie technologique africaine. Le récit s'étendait, porté par la fierté plutôt que par la nostalgie. Enfin, pour les leaders africains, ce choc servit d'avertissement. Les peuples observent, comparent, jugent. La souveraineté n'est plus un mot de discours, mais un acte mesurable. Ce que Traoré a incarné, ce n'est pas la guerre, mais la capacité de dire non avec calme et précision. Chaque spectateur de cette histoire est invité à se demander « Et moi, comment défends-je mon propre ciel ?» Car ce n'est pas seulement un récit burkinabé, c'est un miroir tendu à tous ceux qui refusent d'être observés sans répondre. Pour que cette victoire symbolique devienne durable, Ibrahim Traoré traça un plan clair en 5 étapes. D'abord, institutionnaliser l'innovation. Le programme Œil du désert devait sortir du secret militaire pour devenir un centre national de recherche mêlant armée et université. Objectif: transformer la riposte ponctuelle en savoir transmissible. Ensuite, former les compétences. Le gouvernement lança un corps des ingénieurs du Sahel, destiné à recruter et former 1000 jeunes techniciens en 3 ans. Ces jeunes seraient les gardiens du ciel, mais aussi les architectes d'une industrie nouvelle. Puis, coopération régionale sélective. Ouagadougou proposa un protocole de partage de données radar avec le Mali et le Niger sans intermédiaires étrangers. L'idée: bâtir une muraille technologique africaine, indépendante des systèmes occidentaux. Ensuite, diversification économique. Traoré ordonna la création d'un fonds souverain alimenté par les revenus miniers afin de financer la recherche technologique et la cybersécurité. La richesse du sol doit protéger le ciel, répéta-t-il. Enfin, préserver le récit. Une cellule de communication stratégique fut chargée de documenter l'événement et ses enseignements, pour que le monde sache qu'il ne s'agissait pas d'un mythe, mais d'un modèle. À travers ce plan, le capitaine affirma une vérité simple. La souveraineté n'est pas un État, c'est un processus. Et dans ce processus, chaque innovation, chaque ingénieur, chaque ligne de code devient un acte patriotique. Ainsi se dessinait une Afrique qui ne réagit plus, mais qui conçoit. La salle de commandement était presque vide. Les écrans affichaient encore les trajectoires effacées des drones, comme des cicatrices lumineuses sur un ciel noir. Ibrahim Traoré resta silencieux, observant la carte pendant de longues secondes avant de dire simplement « Ils nous ont regardés comme des proies. Ce soir, la proie a regardé en retour. » Ces mots, répétés par les soldats, devinrent un refrain dans tout le pays. On les peignit sur les murs d'Ouagadougou, on les grava sur les bancs des écoles, on les chanta dans les stades. Ils résumaient une vérité que chaque Burkinabé ressentait sans l'avoir encore dite. La peur avait changé de camp. Ce moment n'était pas une fin, mais une promesse, celle d'une Afrique qui se relève non par vengeance, mais par lucidité. Et dans le silence retrouvé du Sahel, là où les étoiles servaient autrefois de témoins impuissants, brillait désormais la certitude d'un peuple qui veille. Parce que le ciel, désormais, parle aussi la langue du Burkina Faso. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celle d'un capitaine ou d'un pays, c'est celle d'un continent qui apprend à se regarder autrement, à comprendre que la souveraineté commence par le droit de voir sans être vu. Si cette nuit du Burkina Faso vous inspire, partagez-la, racontez-la, transmettez-la, car chaque récit porté par la vérité agrandit le champ de la liberté. Demain, d'autres nations feront face au même choix, céder leur regard ou le défendre. Et si le ciel africain a retrouvé sa voix, c'est parce que des hommes et des femmes ordinaires ont cru que l'indépendance n'est pas un mot ancien, mais une construction quotidienne. Alors, vous qui écoutez cette histoire, posez-vous la question. Quelle part de votre propre ciel défendez-vous aujourd'hui? Parce qu'à l'ère des satellites et des écrans, la liberté ne se perd plus au sol, elle s'éteint dans le silence du regard.